Alors, nous accueillons à présent Marjorie dans notre troisième édition de Dreamcatcher, l'audace d'entreprendre autrement. Et la thématique que nous allons aborder avec Marjorie, c'est l'argent et les entrepreneurs, les clés pour une relation saine et durable. Pour faire une petite présentation de ce que nous allons voir aujourd'hui, 66% des Français pensent régulièrement à l'argent, dont 20% tous les jours. Et pour 28%, penser à l'argent est une source de stress. Ce rapport à l'argent, parfois malsain, peut parfois devenir envahissant. C'est pourquoi Marjorie s'est spécialisée dans ce domaine-là et accompagne de nombreuses entrepreneuses à travers sa société Beyond Business ML. Elle a déjà accompagné plus de 500 clientes depuis 2013 et ses 4 livres écrits sur le sujet témoignent de son expertise sur le sujet. Marjorie aide ainsi les entrepreneuses à transformer cette mauvaise relation à l'argent qui est limitante en une coexistence fructueuse, en faisant de l'argent un vrai allié, en devenant plus à l'aise avec celui-ci. Donc Marjorie, bienvenue dans Dreamcatcher, l'event. Et première question que je t'avais posée juste 2 secondes avant, comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Je me sens absolument bien, en pleine forme. Je suis ravie d'être là pour cet événement. Parler d'argent, j'adore ça. Et voilà, je suis ravie de pouvoir être invitée à ce beau sommet. Bah, merci à toi en tout cas de nous avoir rejoints. Et est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton parcours? Comment est-ce que tu en es arrivé là? Oui, moi j'ai eu un parcours au démarrage assez classique, hein. J'ai le profil de la bonne élève, brillante, donc voilà, parcours euh, académique, on va dire, euh, plus ou moins classique. Et en fait, moi, au départ, je ne m'intéresse pas du tout à l'argent. J'ai fait des études scientifiques au démarrage. J'ai ensuite étudié l'histoire de l'art et la communication. Donc, je suis allée dans un autre secteur complémentaire. Complètement. J'ai eu une première vie professionnelle salariée où mon seul lien avec l'argent était d'être absolument nulle en négociation et en négociation les prétentions salariales et autres. Donc ça, c'était ma première vie avec l'argent. J'ai été journaliste en presse écrite et ensuite j'ai travaillé en agence de photographe. Et c'est ensuite, lors de ma reconversion, parce que j'ai assez tôt, moi, à l'année de mes 30 ans et à une époque où on ne parlait pas du tout de reconversion, j'ai eu l'envie de me reconvertir. Et là, j'ai fait une reprise d'études pour me former à l'accompagnement, au coaching. Donc pendant un an, je suis retournée à l'université pour être équipée, pour accompagner les personnes. Et c'est lorsque j'ai décidé de changer également de statut, donc de passer du salariat à l'entrepreneuriat, que là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose sur ma propre relation à l'argent, parce que sinon, ça n'allait clairement pas le faire en étant à la tête de ma société. C'est sûr, ça devient un petit peu plus compliqué. Et donc, donc, du coup, on sent un petit peu ce qui t'a amené à te spécialiser vers la relation à l'argent. Et comment est-ce que tu penses qu'en tant qu'entrepreneur, on puisse faire de l'argent un allié au service de son ambition? Alors, c'est même pas que je pense, c'est que je le constate et pour moi et pour les personnes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand à l'époque, je décide de créer mon entreprise, comme je le disais, moi, j'étais absolument terrifiée, hein. Parler d'argent, faire un entretien avec un prospect, c'était très, très compliqué. Et par le biais des rencontres, voilà, j'ai rencontré des personnes qui s'intéressaient à ce sujet de façon professionnelle, hein. J'ai découvert qu'il existait la psychologie de l'argent, enfin, voilà, tous ces domaines-là fascinants, Mm, mais mm. dont je ne soupçonnais pas l'existence. Et en fait, en travaillant d'abord ma propre relation à l'argent, j'ai fait l'expérience qu'en fait, ça n'était plus une peur, un rejet, une angoisse ou que sais-je. C'était vraiment un outil, un allié pour aller vers mes ambitions, pour aller vers atteindre mes objectifs. Et en fait, on le constate, on peut faire l'expérience avec les personnes là qui nous écoutent. Euh, Si vous vous demandez quels sont vos objectifs, vous allez être assez, je pense, capable de dire, bah, moi, je veux, je sais pas, doubler mon chiffre d'affaires, je veux devenir une référence dans mon secteur, que sais-je. L'objectif, il est clair. Et quand je pose la question, où est-ce que, dans quelle direction est votre relation à l'argent? En fait, souvent, j'ai ou deux lignes parallèles qui ne se rencontrent jamais,
voire des directions opposées. Les objectifs, c'est par là, la relation à l'argent, c'est par là. Et ce qui se passe souvent, c'est que au lieu de travailler sa relation à l'argent pour l'amener dans la direction des objectifs, bah souvent, on va minimiser les ambitions, minimiser les objectifs, voire même court-circuiter, auto-saboter les objectifs pour l'amener à une relation qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas saine. Et qu'est-ce que c'est une relation à l'argent saine et équilibrée? C'est être capable de parler d'argent, d'annoncer ses tarifs, de poursuivre ses ambitions sans ressentir ou une émotion parasite comme de la culpabilité, de la peur, du stress, ou alors sans être parasité par des pensées limitantes comme qui est-ce que je suis pour oser prétendre à cela. L'argent, c'est la cause des injustices dans le monde. Voilà, plein de pensées parasites. Et avoir une relation saine avec l'argent, c'est arriver à calmer les émotions, arriver à se défaire des pensées parasites pour avoir un ressenti intérieur aussi neutre que quand on va dire passe-moi le sel à table. C'est aussi basique que ça. La réalité fait que c'est rarement le cas. On va éprouver des choses à l'intérieur qui peuvent saboter certaines de nos ambitions et de nos objectifs. Et un dernier élément que je vais ajouter là par rapport à la relation à l'argent, c'est que la relation à l'argent, ça n'est pas quelque chose d'abstrait, de théorique. C'est très concret en tant qu'entrepreneur. Il suffit de regarder l'état des chiffres, du compte en banque, de la rentabilité, de la marge, du chiffre d'affaires, et on voit clairement s'il y a quelque chose à travailler ou pas. Parce que moi, j'en entends beaucoup dire des personnes, ah non, mais moi, j'ai pas de plafond de verre, je veux atteindre X 1000 dans tous les sens. Non, mais ok, on a tous des fantasmes et des envies. Mais la réalité, laquelle elle est? Il faut redescendre pour regarder la réalité des chiffres et voir si en termes de relation à l'argent, elle est suffisamment bonne pour nous permettre d'atteindre nos objectifs concrètement, hein, pas à l'état de fantasme, ou s'il y a un décalage entre l'idée qu'on se fait, les fantasmes qu'on entretient, et la réalité qu'on est capable d'atteindre au quotidien. Oui, tout à fait. Et quand c'est quand même super intéressant quand tu parles du ressenti par rapport à l'argent et mettre un peu de neutralité dedans et le dire comme on demanderait de passer le sel. Mais du coup, quand je t'entendais parler de ça, c'est une des questions qui revient et souvent quand on se lance, mais même de façon générale, c'est tu sais, comment trouver le prix juste. Ce moment où tu disais donc ces émotions parasitantes et chercher une relation saine et équilibrée. En réalité, là, sur ce curseur-là, c'est vraiment, je pense, le moment où tu es quand même challengé quand tu présentes ton offre et que tu vas avoir justement des clients ou des prospects qui vont dire non, mais c'est beaucoup trop cher, je peux l'avoir gratuitement proposé par XY. Dans ces cas-là, comment est-ce que tu as des outils ou des tips, j'ai envie de dire, que tu utilises pour justement se rendre compte qu'on a à ce moment-là une réaction qui n'est pas saine et qu'on est en train de se faire polluer un petit peu par ces pensées parasites. Bon, souvent, on s'en rend compte, hein. C'est pas au dernier moment qu'on se rend compte qu'on a une pensée parasite. Mais s'il s'agit de fixer ses tarifs, hein, Hmm. revenir à ta question, on va s'en rendre compte dès le démarrage. On va bien s'apercevoir que on est hésitant, par exemple. Simplement, on n'arrive pas à fixer un tarif. Et je ne parle pas de 5 euros près. Hmm. Il y a des personnes pour lesquelles, clairement, il y a un tel écart entre les options qu'on se met que là, manifestement, il y a un problème de perception de valeur. Donc, de soi à soi, on Ouais. n'arrive pas à percevoir la valeur. La fixation des tarifs d'une prestation, c'est une démarche assez complexe. Le prix, c'est la finalité, mais ça commence bien avant.
Il faut réfléchir en termes de positionnement, de ciblage, donc savoir à qui on va adresser l'offre. Mmh. Les tarifs ne seront pas les mêmes selon qu'on a une cible B2B ou B2C. Enfin, voilà, il y a des différences extérieures qui vont amener au tarif. Il y a une histoire de positionnement aussi. Est-ce que j'ai un positionnement premium ou est-ce que j'ai un positionnement accessible parce que je suis capable de faire de la masse? Donc, il y a plein de questions à se poser pour arriver à une situation objective à l'intérieur de laquelle on va après mettre un tarif. Mais il y a aussi l'idée de qu'est-ce que ça va apporter à mon client? Il faut aussi se rendre compte de ça. Mmh. Il y a, OK, mon expertise et ce que je vais proposer, mais il y a tout ça dans un tarif juste, hein. Qu'est-ce que c'est un tarif juste? C'est un tarif qui se rapproche le plus possible de notre niveau d'expertise, de notre positionnement sur le marché, mais aussi de la valeur qui va être créée et apportée à la personne. Donc, on se rend bien compte que si on est parasité par le sujet même de l'argent, il y a 3 niveaux de réflexion qui peuvent être impactés par le calcul qu'on va faire. Et calculer un tarif, c'est pas juste parler en termes de quelles sont mes charges, quel est mon prix de revient. Il y Mmh. a autre chose là-dedans. Il y a toute la partie plus immatérielle, la partie Tout à relative à fait. la marque, au prestige éventuel. Donc, c'est important et souvent on s'en rend compte. On voit bien qu'on n'est pas sûr de nous à l'intérieur. Mmh. Mais fixer un tarif juste, c'est un tarif qui va prendre en compte ces 3 dimensions et qui surtout ne va pas être injuste par rapport à nous-mêmes. Il y a ce problème-là, parce que combien d'erreurs de sous-tarification vont impacter la rentabilité? J'en vois très, très, très souvent. De même, si on a un décalage de la perception de notre valeur et de ce qu'on apporte à la personne, on peut se retrouver à louper des occasions parce que le prospect va voir que le tarif annoncé n'est pas possible par rapport à l'expertise qu'on a et à ce qu'on va proposer. Je parle notamment des cas où les prestations sont tarifées trop basses. Et il y a Mmh. plein de clients qui ne vont pas signer parce qu'ils sont à la recherche d'une qualité, mais pas d'un prix. Donc, si nous, dans notre tête, on a la croyance que personne ne va pouvoir payer, qu'ils peuvent l'avoir gratuitement, je ne sais pas où, alors qu'il y a de la qualité dans ce qu'on apporte, il y a plein Mmh. de clients qui, eux, recherchent de la qualité, qui ne vont pas signer avec vous, tout simplement parce que le tarif est incohérent, c'est trop bas. Ça Donc, impacte la crédibilité, en fait. exactement, il ne faut surtout Mmh. pas croire qu'il faut mettre des tarifs bas pour avoir des clients, parce que sinon, vous n'allez attirer que les clients à la recherche de commodités, ce que moi j'appelle des commodités. Et une commodité, c'est le sel, hein. C'est voilà, Ouais. je prends lequel, bah, peu importe, je prends le moins cher. Et ça, surtout dans les prestations de services, aussi dans les produits, mais dans les produits, on se rend vite compte, Mmh. parce que c'est matériel, on peut le voir, on peut toucher quand c'est des objets, mais dans les prestations intellectuelles ou les services, on perd le sens, l'essence d'ailleurs. Mmh. Donc, on ne peut s'imaginer ce qu'on va recevoir qu'à travers le discours, le marketing, l'argumentaire et le tarif. Donc, Mmh. aller chercher des tarifs trop bas, moi, je le déconseille quand on est prestataire de service, parce que c'est pas comme ça que vous allez vendre. Et quand vous allez vendre, vous allez attirer des clients hyper chiants qui vont tout critiquer parce qu'ils sont à la recherche de commodité. Mmh. Et ce qui est très vicieux, c'est qu'en plus de ne pas être rentable et de ne pas prendre de plaisir à avoir ce genre de client, vous pouvez vous dire: «Ah mais c'est parce que je suis incompétent» et le syndrome de Mmh. l'imposteur va De s'auto-alimenter, renforcer, bien sûr. voilà, va se renforcer et là, c'est perdant sur toute la ligne. Oui, on a c'est vrai avec les services, ce côté intangible qui fait qu'à un moment donné, la perception dont tu parlais, elle est vraiment aussi, elle est très importante pour l'entrepreneur, donc celui qui va fournir le service et ça va contribuer à ce que la personne qui reçoit le service se rende compte de la valeur
qu'il perçoive la valeur de ce qu'on lui propose. Et je pense qu'en effet, on comprend bien l'impact sur la crédibilité par rapport aux attentes du client. Et c'est vrai qu'on ne veut pas avoir des clients chiants. Non. On Et n'en veut pas. ce qu'il faut aussi avoir en tête par rapport aux tarifs, c'est que vos tarifs peuvent évoluer. Et les tarifs, Bien sûr. on ne va pas avoir le même tarif quand on démarre l'activité qu'après 3 ans, 5 ans, 10 ans et autres. Mmh. Il est fréquent qu'en phase de démarrage d'activité, on ne se sente pas super à l'aise. Et ça, c'est normal. Peut-être qu'on faisait un autre métier avant, hein, comme moi quand je me suis reconvertie. Je suis passée d'un métier à l'autre. Quand on passe du statut salarié au statut d'entrepreneur, c'est aussi tellement différent qu'on peut se sentir junior et donc Mmh. se dire est-ce que je vais bien faire et autres. Donc dans cette phase de démarrage, c'est normal de ressentir ça. En revanche, c'est pas normal si au bout d'un an, 2 ans, 3 ans d'activité, vous continuez à ressentir ça. Hein. Au Mmh. bout de 6 mois, un an, faites-vous accompagner tout de suite, parce que sinon, vous êtes mal barré pour... Ça peut continuer longtemps, quoi. et ben oui, ça va durer des années, des années, des années, Mmh. et c'est dommage. Donc, Ouais. en phase de démarrage, c'est OK de ressentir ça. En phase de démarrage, c'est OK d'avoir des tarifs du marché pour trouver les premiers clients. Voire même, c'est OK d'avoir 1 ou 2 clients gratuits au début hein, Mmh. pour faire la main, pour avoir Oui, des pour se faire cas. les dents, ouais. Mais ça ne doit pas durer non plus. Mmh. Donc, c'est 1, 2 ou 3 clients gratuits maximum Mmh. et 1 ou 2 autres clients avec des tarifs, avec des remises. Mais c'est tout. Au bout de Ouais. 5, 6, c'est fini. Ça ne peut pas durer toute la première année ou que sais-je. Mmh. Et du coup, selon toi, quels sont les plus grands mythes autour de l'argent, qu'on a chez les entrepreneurs? Alors, les plus grands mythes, il y a, il faut travailler dur pour mériter l'argent. Ça, c'est une plaie parce que ça engendre des risques d'épuisement, par exemple, et on va jamais être content. Ça, c'est un grand mythe qui est issu du salariat. Alors, je dis pas qu'il faut pas bosser quand on est entrepreneur, c'est pas ça du tout. Mais en revanche, il y a tellement de casquettes à avoir, il y a tellement de choses à faire que si on reste dans il faut travailler dur pour mériter, on va s'épuiser. Donc ça, c'est un grand warning dans les cas d'entrepreneurs. Il y a aussi, moi, ce que je vois souvent, c'est je ne peux pas concilier un travail plaisir et gagner beaucoup d'argent. Mmh. J'ai déjà la chance de faire un job qui me plaît. Hein, ça, c'est surtout pour les reconvertis qui sont partis sur des métiers plaisir. Ben non, j'ai déjà la chance de faire un job qui me plaît. Je ne vais pas en plus gagner de l'argent, gagner beaucoup d'argent avec. Alors qu'au contraire, si, c'est ça l'équation. Oui, L'équation, c'était le c'est projet, en fait. c'est parce que j'adore ce que je fais, c'est parce que je m'éclate, que je vais être un super bon professionnel et donc que mes clients vont avoir une super expérience client et donc Mmh. je mérite de gagner plein Mmh. d'argent. Donc, c'est l'autre équation, mais souvent, il y a celle-là au départ. Et la troisième que je vois souvent, c'est pour toutes les personnes qui sont dans des professions, on va dire, d'accompagnement, bien-être, thérapie, santé, coaching, les enfants, les personnes qui accompagnent les enfants 10 ou autres. Et ben là, comme la personne qui vient nous voir est une personne en souffrance ou qui a un problème, il peut y avoir une culpabilité et c'est le mythe de je ne peux pas gagner d'argent avec la souffrance des autres. Mmh. Et c'est la même équation que la précédente. Bah, si, au contraire, vous allez les aider, vous faites du bon travail, donc il faut qu'en retour, vous soyez énormément payé pour que vous continuiez de pouvoir garder cette foi et de ne pas être épuisé et vidé, parce que sinon, vous ne ferez pas du bon travail. Et à moyen terme, vous allez devoir arrêter parce que vous allez être même frustré
de ne pas gagner assez d'argent. Donc, c'est Mm. vraiment les trois grands mythes. Il y en a plein d'autres en matière d'argent. Je pourrais citer, il y a des entrepreneurs qui ont la croyance que l'argent, c'est mauvais, hein. Bien qu'ils aient Ouais. fait le choix de se lancer à leur compte. Ouais. Donc ça, c'est aussi une croyance très délétère. Faut s'en défaire dès le début, parce que sinon, le business ne va pas marcher. Oui, c'est complètement dissonant et ça empêche d'avancer. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Et j'ai l'impression que, il y a la question de la prise de conscience. C'est pour ça que c'est très intéressant la façon dont tu les présentes, parce que mis bout à bout, on en reconnaît plein. Et que ce soit personnel ou au niveau, moi je fais aussi de l'accompagnement au niveau de ce qu'on voit. Et on en voit les effets délétères, mais on voit, tu vois, par exemple, quand tu parlais de la santé ou de l'accompagnement, surtout quand on fait des choses pour le bien commun, Mm. un petit peu pour le Mm. bien des autres, on a souvent ce petit, ouais, ce petit sentiment Et oui, qui émerge et ça rend très difficile justement de fixer ses prix et parce que c'est un peu une sorte d'engrenage et que oui. tu donnais tout à l'heure. Alors, entendons-nous bien, je vais décomplexer tout le monde. C'est pas de votre faute si vous avez ce genre de croyance. Parce que j'en parlais tout à l'heure avant notre rendez-vous à nous. J'étais sur un autre live dans le cadre de mon challenge Money Love et comme c'est le premier jour, j'ai fait un rappel de voilà, comment ça fonctionne l'argent. Et puis nous, on a une spécificité en France. Alors on aura peut-être des auditeurs d'autres pays qui vont nous écouter, mais en France, culturellement, on a un rapport à l'argent qui est tabou. C'est pas le cas d'autres pays ou d'autres cultures. Mais nous, on combine le côté judéo-chrétien pour lequel l'argent n'est pas bien perçu. On combine une mentalité paysanne. Il faut se rappeler que jusqu'à il y a 100 ans encore, 80% du territoire, c'était des paysans. Dans la mentalité paysanne, l'argent, il faut le cacher. Il faut surtout pas le montrer parce que sinon, on va tout nous prendre. Donc au niveau catholique aussi, l'argent, il est mal vu. C'est pas le cas chez les pays protestants, mais pour les catholiques, faut être pauvre hein, pour mériter le paradis. Donc même si notre famille n'est pas catholique, au niveau de l'inconscient collectif, la France, elle est de tradition catholique. Donc il y a énormément de raisons pour lesquelles il n'y a pas d'éducation ni financière ni à l'argent. Donc forcément, après, on fait comme on peut pour faire ce qu'on a à faire avec l'argent. Et je vais ajouter la dimension sociétale, parce qu'il y a une différence homme-femme au niveau des finances et de la prospérité, à tous les âges de la vie, hein, de l'enfance au décès, les chiffres, là, pour le coup, sont hyper clairs. Il y a une différence de rémunération, de patrimoine, de retraite aux dépens des femmes. Et le pourcentage est assez conséquent. Ça s'explique aussi parce que jusqu'à présent, l'éducation des petites filles n'est pas la même que l'éducation des petits garçons. Les petits garçons sont encouragés à oser, à prendre des risques, à se tromper et à être forts. Très schématiquement, mais c'est le cas encore. Les petites filles sont encouragées à être sages, à être discrètes, à ne pas demander et à attendre qu'on leur donne quelque chose. Donc forcément, arrivé à l'âge adulte, si on n'a pas travaillé tout ça, on continue d'agir comme la petite fille qu'on a été, ou au niveau de l'inconscient collectif, nous, on a pu être différente de cette petite fille-là, mais on a intégré cette différence homme-femme. Et donc, Mhm. à l'âge adulte, eh bien, on attend de recevoir. Sauf que quand on est entrepreneur, on n'a pas le luxe d'attendre et on va devoir demander tous les jours, on va devoir être proactif, prendre des risques, oser, se tromper et recommencer. Mais si on n'a pas ça en tête, ben, on va rester à attendre et à avoir plein
plein de pensées parasites en se disant je suis pas normale, je suis nulle ou que sais-je. Non, parce que tout peut changer avec l'argent, hein. Quel que soit l'endroit d'où on part aujourd'hui, on peut changer ça. En revanche, comme on n'a pas cette éducation-là, comme on ne sait pas comment l'argent fonctionne et que même certains thérapeutes ne savent pas accompagner sur les sujets de l'argent, ben, c'est difficile tout seul d'arriver à changer ça. Et tout est complètement, c'est très clair et en termes de stratégie, émotion et accompagnement, vu que tu as déjà accompagné plus de 500 clientes, dans ce domaine, comment concilier les ambitions financières avec les valeurs personnelles sans culpabilité? Tu vois ce que tu viens de nous exposer. Comment est-ce que tu le mets en Les pratique? valeurs personnelles, c'est un excellent drive. Il faut les garder. Nos valeurs, il faut les garder. En revanche, il faut vérifier qu'elles ne sont pas induites par des représentations erronées. Mmh. Exemple, la valeur de justice. On peut avoir une valeur de justice haute et même en étant entrepreneur, on veut que ce qu'on fait va être juste, puisse être accessible, hein, la valeur d'accessibilité aussi. Mmh. Mmh. Ok, très bien. Maintenant, si pour des raisons, par exemple, familiales, on a grandi dans une famille euh, qui peut-être manquait d'argent, et donc critiquer ceux qui avaient beaucoup d'argent. Ça Mmh. peut exister. Donc on va s'être construit avec une idée déjà de manque, parce qu'on a vécu le manque enfant, et en ayant entendu des choses au niveau de l'argent qui n'étaient pas positives. Mmh. Donc, je suis entrepreneur, j'ai une société et j'ai cette valeur de justice et d'accessibilité qui est très haute. OK. Ben, je vais vérifier que cette valeur-là, elle n'est pas induite, parce que je pense que les riches, c'est tous des salauds et des profiteurs. Parce que si je pense ça, ben forcément, je vais éprouver de la culpabilité à l'idée peut-être d'augmenter mes tarifs ou d'avoir une offre. Parce que, à parté, si on est tout seul dans notre boîte, si on n'est pas associé, hein, si on est tout seul, on n'a pas les mêmes moyens financiers, humains, marketing et autres que d'autres types de structures qui ont des associés, qui vont avoir peut-être des prêts et autres. Ça veut dire que structurellement, en termes de modèle économique et d'offres, on ne peut pas jouer sur le même terrain que des boîtes qui ont d'autres structures, d'autres moyens et qui vont pouvoir, par exemple, faire des tarifs plus bas parce qu'avec le volume, ça va compenser. Mmh. Donc, il faut bien avoir ça en tête et peut-être que cette valeur de justice et d'accessibilité, ben, elle n'est plus juste aujourd'hui si elle devient injuste à votre dépens. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Et donc, si cette valeur, elle reste collée à des représentations sur les riches, l'argent et autres, ça ne va pas fonctionner. Donc Mmh. là, il va y avoir besoin de travailler sa représentation des croyances et donc de changer. On appelle ça un recadrage, par exemple. On va aussi avoir besoin de travailler ces émotions d'injustice, de colère, de culpabilité. Et là, je l'explique avec des mots, on est très mental quand j'explique ça. Ouais. Le travail, il n'est pas mental, hein. Mmh. On est au niveau du ressenti, c'est très challengeant, c'est très inconfortable parce qu'on est en train de reprogrammer complètement des schémas qui sont là depuis des années, qui peuvent évoluer, bien évidemment, mais c'est un peu comme si on s'est cassé la jambe. Déjà, ça fait mal. Il y a le Mmh. plâtre et après, on va chez le kiné pour rééduquer. Et Ouais. toute la période de rééducation, ben, ça tire, hein, ça fait mal. Faut répéter. Et à un moment donné, c'est bon. On a récupéré la mobilité et on peut courir à nouveau. C'est Mmh. la même chose quand on travaille. Moi, j'ai une approche, en tous les cas, mon approche quand je propose de travailler la relation à l'argent, ben, c'est très profond. Et c'est à ce titre qu'on peut obtenir des transformations qui vont être durables dans le temps, à condition de les répéter comme une rééducation. Et c'est vrai que changer la façon dont on se représente l'argent,
traverser toutes les émotions inconfortables que l'on ressent, ben c'est pas confortable, mais c'est ce qui permet de garder les valeurs qui sont importantes parce que les valeurs, elles drivent nos actions, mais en ayant pris la peine de les revisiter pour voir si on les garde. Et si on les garde, il faut peut-être recadrer certaines choses, ou alors si on se rend compte qu'elles ne sont juste plus adaptées aujourd'hui à là où on veut aller, auquel cas on va revoir quelles sont nos valeurs, nos nouvelles valeurs d'aujourd'hui, qui vont nous permettre de prendre les bonnes décisions, celles que l'on souhaite prendre en tous les cas pour atteindre nos objectifs. Et pour comprendre l'impact de ce que tu es en train de dire, est-ce que tu as un exemple de cliente qui a vécu une vraie transformation grâce à ton accompagnement par rapport à son rapport à l'argent, pour voir comment est-ce que ça a pu l'impacter concrètement, par exemple, dans son business? J'ai à l'esprit là une cliente qui venait de lancer son activité depuis 1 an. Donc, elle était plutôt dans la phase de démarrage. Elle Mhm. avait lancé une activité dans le domaine des services et elle était bloquée, mais vraiment bloquée. Elle gagnait très, très peu d'argent. Elle gagnait aux alentours de 300 euros par mois, ce qui est voilà, C'est pas pas possible. grand-chose. Et quand elle est arrivée, c'était très dur pour elle parce qu'elle voyait que les quelques clientes qu'elle avait, elle faisait du super travail avec, Mhm. mais il y a quelque chose qui coinçait elle. Et ce qui était très dur en plus, c'est qu'elle n'arrivait pas à voir à quel niveau ça coinçait. Elle ne savait pas si c'était au niveau du marketing, si c'était au niveau de ses propres croyances. Voilà, elle ne savait pas trop où ça se jouait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a d'abord, moi je fais toujours travailler en premier le profil de personnalité avec l'argent, qui va nous donner plein d'indicateurs sur des écueils à éviter, mais aussi sur des forces, sur des stratégies à mettre en place. Donc on a commencé par ça. Et ce qui a été génial pour elle, c'est de se rendre compte que dans son profil, en fait, elle avait la notion de connexion, de relation, de création de liens qui était super haut. Et en fait, elle s'en était pas rendue compte, mais inconsciemment, pour elle, c'était tellement naturel. Elle était très douée pour le réseau, pour rencontrer, pour parler, voilà, pour relationner. Mhm. Et en fait, pour elle, c'était inconscient bien sûr, mais elle ne pouvait pas mélanger ça avec l'argent. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Et en prenant conscience de son comportement naturel, hein, qui était très bon, et en prenant conscience que pour elle, elle le dissociait totalement de l'argent, il y a eu comme un déclic. Et là, ça l'a permis de se dire qu'en fait, elle pouvait allier les deux, Ouais. et que c'était trop dommage de se priver de De sa zone force, de génie, un peu. exactement de sa Ah zone oui. de génie, et qu'en fait, continuer de nouer des relations, ça pouvait être compatible avec créer de l'expansion financière. Mhm. Et ça a été très, très rapide, sa transformation. Ce n'est pas tous les cas, mais dans ce cas précisément, je crois qu'en 2 mois, il me semble que Waouh. c'est Ok. ça, hein, en 2 mois, elle est passée de 300 à 3000. Ouais, voilà. C'est le zéro qui fait la différence quand même. Exactement. Exactement. Alors, elle a revu ses tarifs hein, dans l'histoire aussi. Il n'y a pas juste eu la prise de Bah oui. conscience. Bah non, mais j'imagine bien, bien sûr. Mais en fait, en plus, ce montant à elle lui convenait. Mhm. Après, on a tous nos besoins en termes financiers et ils sont absolument pas à critiquer ni dans un sens ni dans un autre. Mhm. En son cas, ça lui convenait, en tous les cas à ce stade où elle en était. Et en fait, 3 000 euros par mois, dans son cas, c'était trouver 3 clients. Et en fait, ça devenait hyper faisable, c'était stimulant, ça devenait réalisable. Et ça y est, le déclic avait eu lieu. Mhm. C'est assez clair et en effet, merci pour l'illustration parce que oui, en effet, on voit bien l'impact que ça peut avoir et aussi l'impact du tabou dont tu parlais tout à l'heure, notamment en France ou en tout cas culturellement, qui peut vraiment freiner et avoir Et
des actions, enfin, des effets en tout cas néfastes par rapport au développement d'une entreprise. Et ensuite, moi, je suis intéressée aussi sur la vision, donc pour passer sur la vision et la philosophie que tu peux avoir justement de l'argent aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous la partager? Comment est-ce que toi, euh, tu, tu le vois? Moi, je promeux une vision de l'argent qui est déjà positive et qui est celle que l'argent, c'est un allié, c'est un compagnon. Si on est entrepreneur, l'argent, il va être votre allié pour atteindre vos objectifs, vos projets professionnels, absolument, mais aussi plus largement, hein, personnels. Donc, l'argent, c'est jamais une fin. Hein. On va pas chercher, ma conception en tous les cas, c'est qu'on ne va pas chercher de l'argent pour de l'argent. On va chercher à gagner plus d'argent pour atteindre nos projets professionnels, nos projets de vie, nos projets de cœur. Et ce compagnon, cet allié, en fait, c'est un peu comme si c'était un ami. Moi, je vous invite à voir l'argent comme un ami, non pas comme un ennemi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le voient soit comme un ennemi en le critiquant, en le gardant à distance, soit juste elles ne veulent pas le voir. Donc elles n'en parlent pas, c'est rien du tout. Et en fait, ben, un ami, quelqu'un que vous appréciez, vous avez envie de l'inviter chez vous, le recevoir à votre table, passer du temps avec, partir en vacances, que sais-je. L'argent, c'est pareil. Moi, ma vision, c'est que l'argent, c'est c'est un outil, c'est un objet au niveau économique qui facilite les échanges et les transactions, qui permet de mesurer la valeur. Donc ça, c'est au niveau économique. Mais au niveau personnel, il va nous permettre ces objectifs qui nous tiennent à cœur. Et en tant qu'objet, en tant qu'outil, bah, il est neutre. Il est ni positif ni négatif. Moi, je vous invite à avoir une vision positive de l'argent, mais il faut bien se rappeler qu'il est neutre et il n'a que le pouvoir que l'on lui accorde. Ça veut dire qu'en réalité, l'argent, il n'a pas le pouvoir de créer des injustices. Il n'a pas le pouvoir de rendre heureux. Il n'a pas le pouvoir de vous rendre libre si vous pensez que l'argent, c'est la liberté. C'est comme si vous me disiez qu'un marteau, c'est le mal. Ben non, le marteau, c'est un objet qui a été créé pour planter des clous dans les murs. C'est beaucoup plus pratique. En revanche, si vous l'utilisez pour écraser la tête de quelqu'un et le tuer, forcément, ça va faire des dégâts. C'est pareil pour l'argent. C'est la même chose. Donc, on se rappelle qu'il est neutre en tant qu'objet, mais on se rappelle qu'on peut le voir positivement comme un outil, comme un compagnon qui va nous permettre de réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Et du coup, si tu devais déconstruire un seul mythe entrepreneurial aujourd'hui, ce serait lequel? Hmm. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Hmm. Parce qu'on se complique tellement la vie pour arriver à un résultat, quand parfois pour arriver au même résultat, on a besoin Hmm. de moins de temps et moins d'efforts. Ouais, ouais. Du coup, oui, ça impacte le jugement. Et est-ce que tu as une phrase ou une citation ou un mantra qui t'aide à passer le cap dans tes moments de doute? Ah ouais, ouais, j'en ai plusieurs. Euh, c'est, c'est un mantra, alors je le formule pas toujours de la même façon, mais ça c'est très personnel. C'est comme moi, je suis persuadée que je suis dans ma mission. Mais ça fait 13 ans là que je fais ce que je fais. Je m'éclate, je n'ai jamais envie d'arrêter. Et depuis le temps, avec toutes les personnes que j'ai accompagnées, je vois que voilà, c'est efficace, c'est utile. Donc, c'est vertueux. Hein. On est deux dans les deux sens. C'est super. Donc, comme je suis persuadée de ça et que je ne veux pas changer d'orientation, moi, je suis bien à continuer à faire ça jusqu'à même après la retraite. Eh bien, dans les moments difficiles, je me dis toujours que l'argent va arriver. Même si je ne sais pas encore comment, je ne peux pas
être abandonné. Donc là, il y a un côté un peu mystique hein, là derrière. Mais voilà, je ne peux pas être abandonné. La solution va arriver. Le client va arriver. Parce que du jour au lendemain, mais je le sais, un client vous envoie un mail, c'est un super futur client, on se rencontre, on parle, il dit oui, on signe. 3 jours après, il y a 3 000 € sur le compte. Donc, je l'ai expérimenté, mes clients l'expérimentent. Donc ça peut aller très vite. Il faut juste se rappeler dans ces moments de plus d'inquiétude ou de contraction que c'est déjà arrivé. On a déjà trouvé des solutions. Il y a déjà des solutions inattendues qui sont arrivées sans qu'on y ait pensé. Donc il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas à nouveau. Bah, écoute, c'est très motivant en tout cas. En effet. Du coup, on arrive clairement à la fin de notre échange qui était très riche. J'ai évidemment pris 1 milliard de notes. Il y a eu beaucoup de pépites et merci beaucoup pour ce partage. Il y a vraiment beaucoup d'éléments précieux que tu as partagé avec nous. Et pour ça, vraiment, je t'en remercie. Et si tu avais juste un élément dont tu aimerais que les gens se souviennent de ton échange d'aujourd'hui, de ton partage d'aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Je crois que c'est cette idée que l'argent, ça peut devenir un ami, en fait. Ça peut devenir un compagnon. Donnez-lui la main. Soyez content qu'il soit dans votre portefeuille, dans votre poche, dans votre sac. Voyez-le, euh, voyez-le, ouais, comme un ami, parce que cette relation que peut-être vous avez besoin de renouveler avec l'argent, bah, le voir comme un compagnon de route, ça peut aussi aider à commencer à changer votre relation avec lui dès tout de suite. Ouais, mais complètement. Bon, en tout cas, tu vois, d'un coup, on se dit, ah ouais, c'est vrai que, en fait, je vais voir mon pote là. C'est ça. Je mon portefeuille, allez, ça y est. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de changer un petit peu la perception qu'on peut en avoir. Et je pense que c'est en cela que ton intervention était vraiment importante et précieuse, notamment quand on est entrepreneur. C'est essentiel Mm. d'avoir l'argent comme allié pour pouvoir se développer et pour pouvoir grandir. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour ce partage. Et donc, j'invite l'ensemble des personnes qui nous suivent, que ce soit en direct ou que ce soit en replay, à justement aller voir ce que tu fais. On a mis les liens vers ta page LinkedIn. On met également le lien vers ta page Instagram. Si on a des retours, on les fera remonter à Marjorie. Et sinon, vraiment, justement, c'est un lieu aussi de partage. Et si tenté que ceux qui nous écoutent ont appris quelque chose lors de cette intervention, et bien réellement, on les invite à revenir vers nous, vers toi, pour creuser la question qui, Mm. pour les entrepreneurs, comme je disais, est vraiment essentielle. Merci beaucoup, Marjorie, pour ce temps Ah, passé mais avec toi. Ça a été un plaisir. avec grand plaisir, le plaisir absolument partagé. Merci pour cette initiative et pour l'invitation. Et toutes mes pensées de réussite à toutes les personnes là qui nous écoutent et qui sont en train de développer leur entreprise. Exactement. Merci beaucoup. Très bonne journée à toi. Au revoir. Au revoir.